Bonjour à tous. Donc, finalement, moi, le fil conducteur de ce que je veux dire, c'est le côté social. Pas sociétal, l'acceptabilité sociétale, mais le côté emploi. Donc, Olivier Appert a mentionné, voilà, ce serait intéressant de saisir l'opportunité du développement de l'hydrogène décarboné pour construire une filière de production et d'utilisation d'hydrogène décarboné. Je pense qu'au-delà de ça, il faut regarder que finalement on se donne deux objectifs. Un objectif de décarbonation. La neutralité carbone, c'est le moteur du développement de l'hydrogène décarboné parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas atteindre la neutralité carbone dans moins de 30 ans par extrapolation de nos moyens actuels et qu'il faut un ingrédient qui sorte de nulle part. Et donc on fait l'hypothèse qu'on peut utiliser l'hydrogène décarboné pour satisfaire à ce nouvel objectif très ambitieux. Mais au-delà de ça, de cet objectif de neutralité, il y a l'objectif de réindustrialisation. Donc derrière tout ça, c'est les emplois. Et la réindustrialisation en France, notamment, c'est un message qui commence à être de plus en plus fort. Mais pour réindustrialiser en décarbonant grâce à de l'hydrogène décarboné, c'est pas 4 € le kilo qu'il faut, c'est 1,5. Voilà, c'est même pas 2, c'est 1,5. C'est le coût de l'hydrogène gris d'aujourd'hui. Et si dans des industries qui sont particulièrement sur le plan compétitif, la concurrence internationale, sauf à imaginer des règles de politique qui gèrent les échanges avec les pays hors Europe, eh bien, ces industries, elles vont fermer. Par exemple, si on regarde le raffinage et la pétrochimie d'aujourd'hui, qui utilisent de l'hydrogène, si cet hydrogène et les marges sont de l'ordre de 1 $ le baril, si votre hydrogène est au-delà de 1,5 € le kilo, vous fermez la raffinerie. C'est très simple. Donc il y a un enjeu coût, et derrière l'enjeu coût, il y a le côté social et le côté réindustrialisation et le côté capacité de création d'emplois. Ça, c'est le premier point. Donc, dans les histoires de il faut des couleurs, il ne faut pas de couleurs, moi je crois que les couleurs, elles sont intéressantes parce qu'elles définissent les technologies, voilà, donc on sait à peu près de quoi on parle. Il y a un terme qu'on n'a absolument pas utilisé jusqu'à présent, c'est le mot taxonomie. Et la taxonomie européenne, c'est quand même ce qui va aussi conditionner les investissements et la compétitivité. Et quand ça sera clean, eh bien, tout le reste, ça ne sera pas clean. Et donc, il faudra le payer, cette affaire. Donc, au-delà des couleurs, je pense que c'est le coût. Et puis, ce qu'il faut garder derrière les couleurs, c'est la taxonomie européenne qui se met en place et qui va réguler le marché. Voilà. Mon deuxième point, c'est le fait que l'hydrogène, pour l'instant, a investi un certain nombre de secteurs industriels qu'on connaît. Le raffinage, j'en ai parlé, la chimie, la production d'engrais. Dans le futur, on imagine que l'hydrogène va pénétrer d'autres secteurs industriels, l'acier éventuellement, si les coûts sont respectés, l'acier, le ciment et d'autres secteurs industriels. Ça, c'est couvert par les normes de sécurité. Voilà. Mais l'originalité du déploiement de l'hydrogène, c'est de pénétrer le champ du citoyen. C'est de pénétrer le monde du transport. Et les utilisateurs du transport, les utilisateurs finaux du transport, c'est nous. Et dans cette affaire-là, effectivement, les choses changent. Pensez à un aéroport qui utilise des avions à hydrogène. Et il ne vaudrait mieux pas que cet aéroport soit Céveso parce qu'il n'aura pas de passagers à transporter. Donc il y a aussi une dimension normative autour de tout ça. Mais au niveau du transport, ce que je voulais partager avec vous, c'est finalement un point très simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense hydrogène transport, on pense transport électrique. On pense électrification du transport. Et là, on est sur des véhicules. Alors, si on est sur le transport terrestre,
des véhicules qui sont des véhicules hybrides qui ont à la fois une pile à combustible pour transformer l'hydrogène en électricité, puis une batterie, parce que les piles à combustible, ça n'aime pas les changements de régime. Donc on a un véhicule qui a une complexité dans son mode de fonctionnement, parce qu'il doit disposer de deux éléments électriques qui sont la pile à combustible et la batterie. D'où les coûts. D'où le fait que pour une voiture, penser voiture hydrogène, c'est pas forcément la bonne idée, parce qu'on n'arrivera jamais à des coûts de véhicules suffisamment attractifs pour le citoyen. Encore une fois, il faut penser aux citoyens. Alors une alternative à l'électrification par l'hydrogène, c'est d'utiliser l'hydrogène comme carburant alimentant un moteur à combustion interne. Et là, c'est très différent, parce qu'on peut utiliser des véhicules standards, comme ceux d'aujourd'hui, faire une modification à la marge des injecteurs, et vous transformez votre véhicule, un moteur à combustion interne qui consomme aujourd'hui du gasoil ou de l'essence, en véhicule qui consomme de l'hydrogène décarboné. Et pourquoi je disais que le social était le fil rouge de mon intervention, c'est que là, on est sur des systèmes qui sont d'une part plus accessibles pour le citoyen, puisque le coût du véhicule est sensiblement le même que les coûts standards, hormis le stockage d'hydrogène qu'il faudra bien avoir à bord, mais qui n'a rien à voir avec les surcoûts des véhicules hybrides, piles à combustible et batteries. Et puis, c'est aussi la façon de sauvegarder de l'emploi dans les filières traditionnelles du transport. Donc, le moteur à combustion interne à l'hydrogène, c'est une solution à prendre en compte pour le transport lourd, terrestre, pour d'autres utilisations qu'on peut imaginer au niveau du fluvial ou du maritime. Et c'est... pour terminer avec ça, c'est une façon de sauvegarder l'emploi dans l'industrie de la mobilité terrestre, notamment, et donc de servir le déploiement de l'hydrogène en le rendant plus accessible.